Bonjour à tout le monde. Merci d'être venu assister à ce débat qui est intitulé « Les années Langue Mitterrand, une exception culturelle ». Ce titre, on l'a choisi parce qu'il est un peu à double lecture. En deux septennats, le tandem Langue et Mitterrand, on peut dire, a multiplié les mesures visant à dire que la culture n'est pas une marchandise comme les autres. Et puis aussi, la densité de leur action, portée par le doublement du budget de la culture, forme une politique hors norme, donc exceptionnelle pour ce secteur. Au point qu'on peut dire que nous vivons encore aujourd'hui, en 2021, dans une culture façonnée par ce tandem François Mitterrand-Jack Lang. Nous fêtons cette année le 40e anniversaire de l'arrivée de Mitterrand au pouvoir et la culture tient une grande place dans le bilan qu'ils ont fait ensemble. Je pense qu'on ne pourrait pas faire le même débat pour messieurs Pompidou, Giscard, Chirac, Sarkozy ou Hollande, où il serait peut-être plus difficile de définir un bilan culturel. Il se trouve que deux livres qui ont été publiés au printemps dernier nous font revivre cette période et l'analyse. Ce sont deux livres que je vous recommande vivement. Le premier s'appelle « Jack Lang, une révolution culturelle » aux éditions Bouquin. Il s'agit de la réunion de centaines, je ne sais pas s'il y en a même plus que ça, de milliers de notes rédigées et envoyées par Jack Lang en tant que ministre durant les deux périodes où il était donc un peu au pouvoir sur la culture. Ce livre a été orchestré par Frédéric Martel, qui est juste à côté de Jack Lang, qui, outre les commentaires qu'il a fait sur ses notes, propose une riche chronologie et aussi un très long entretien avec Jack Lang, une espèce d'entretien bilan. Le deuxième livre, ça s'appelle « Les années Lang, une histoire des politiques culturelles, 1981-1993 », édité et publié à la Documentation française, se présente plus comme un abécédaire avec des dizaines d'entrées rédigées par plus de 50 spécialistes. Et l'ouvrage est placé sous la direction de 3 personnes, Vincent Martini, Emmanuel Vallon et Laurent Martin, qui est avec nous pour ce débat. Nous avons donc ici 3 personnalités qui sont au cœur de cet anniversaire que l'on va donc essayer d'analyser. Alors nos invités, je vous les présente rapidement. Jack Lang, professeur agrégé de droit, auteur d'une thèse de doctorat sur le théâtre. Vous avez créé le Festival de théâtre de Nancy, qui est un festival important, puis vous avez dirigé le théâtre de Chaillot. Vous êtes ministre de la Culture de François Mitterrand de 81 à 86, puis de 88 à 93, soit 10 ans. C'est la même longévité que André Malraux, petite comparaison. Vous avez été maire de Blois de 89 à 2000. Vous avez été député pendant plus de 20 ans, ministre de l'Éducation aussi, et vous êtes depuis 2013 président de l'Institut du monde arabe. Vous avez publié une trentaine de livres, je cite les plus récents. Ouvrons les yeux, la nouvelle bataille du patrimoine, en 2014, qui est un livre qui s'en prend, on peut dire, au patrimoine vernaculaire quotidien assez néfaste et pourri que vous dénoncez. Un dictionnaire amoureux de François Mitterrand, on ne se refait pas quand même, vous êtes proche de lui. Et puis un livre sur la langue arabe, Trésor de France, au Cherche Midi 2020, assez commenté, assez polémique et intéressant. Laurent Martin, vous êtes professeur d'histoire à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3, spécialiste de l'histoire culturelle. Vous êtes membre aussi du comité d'histoire du ministère de la Culture. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, notamment d'une biographie de Jack Lang. Jack Lang, une vie entre culture et politique, publié chez Complexe en 2008. Vous êtes un des pilotes de l'ouvrage récent dont on a parlé, Les années Lang, une histoire des politiques culturelles. Et je signale aussi 2 livres publiés cette année. Chez l'Harmattan, vous avez piloté la diversité ethnoculturelle dans les arts, les médias et le patrimoine, qui est une enquête à la fois en France et en Europe. Et enfin, chez Armand Collin, vous publiez avec Bruno Nassim Aboudrar et François Mérès le livre « Géopolitique de la culture ». Frédéric Martel, vous êtes écrivain, universitaire, journaliste, docteur en sciences sociales et spécialiste des questions culturelles et aussi de l'Internet. On vous doit une dizaine de livres, dont « De la culture en Amérique », Gallimard 2006, qui décrypte le système culturel américain, « Mainstream, enquête sur la guerre globale de la culture et des médias » chez Flammarion en 2010. Ensuite, « Smart, enquête sur les internets » chez Stock en 2014. Et votre dernier livre, « Sodoma, enquête au cœur du Vatican », Robert Laffont en 2019, qui résonne un peu avec les histoires, on peut dire, actuelles de pédophilie dans l'Église, est un best-seller mondial traduit dans de nombreuses langues. Et vous êtes aussi connu pour animer tous les dimanches, et en direct, si je ne me trompe pas, sur France Culture, l'émission Soft Power, le magazine des industries créatives et du numérique. Voilà. Nous allons organiser
le débat en deux parties. Une partie un peu bilan, mais aussi une partie sur l'avenir. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez tous les trois du système culturel français? Comment il va? Comment il se porte en regard de ce passé? Et j'ai envie de commencer avec vous, Jacques Lang, quand même, sur ce bilan. 40 ans après, quel serait votre sentiment qui vient tout de suite à l'esprit? Est-ce que vous vous dites c'est une période merveilleuse? Est-ce que vous vous dites c'est bien ce qu'on a fait? Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Est-ce que vous avez fait des erreurs? Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui il y a un élan un peu cassé? Voilà. Quel est votre sentiment premier? On est 40 ans après et il y a eu pas mal d'hommages faits, mais aussi des petites critiques. Juste, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Alors, merci beaucoup d'accepter, Michel Guérin, d'animer ce débat et de venir jusqu'ici pour faire vivre ces sujets avec les invités brillants que vous avez conviés. Merci à Christophe de Gruel, qui en est un petit peu l'instigateur, et à tous les amis ici présents. J'allais dire, il y a 1000 questions en une. J'allais dire, comme dirait l'autre, ne te juge pas, compare-toi. Je veux dire par là que l'impression que l'on a 40 ans après, alors je ne suis pas le meilleur juge, c'est que c'est une période dont on n'a pas idée réellement aujourd'hui. On n'a pas idée que tout un pays, tout un gouvernement, et pas seulement le ministre de la Culture, le président de la République, à coup sûr, oui, sans lui rien, les communautés artistiques et intellectuelles, mobilisées à chaque minute, et bien avant l'élection de François Mitterrand, nous ne tombions pas du ciel, nous ne débarquions pas de Vénus ou de Mars. Ce furent des années de préparation, de combats, de débats. Les écrivains, les gens de théâtre, de cinéma, leurs organisations étaient en rupture avec le gouvernement de ce moment-là, des années 70-80, et espéraient un vrai changement. Et donc, lorsque nous accédons aux responsabilités, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes portés, si j'ose dire, par tout un mouvement, par toute une atmosphère, un climat. Et ce qui domine, c'est le désir de réaliser ce qui est jugé impossible, d'accomplir nos rêves, ou des rêves collectifs. Et c'était l'enthousiasme, c'était la combativité à chaque instant, c'était, nous n'avions jamais froid aux yeux. Toujours, nous voulions que les rêves les plus fous puissent, et les plus humbles parfois, puissent se réaliser. Voilà ce que je peux retenir. Alors, chemin faisant, il y a eu de belles choses, et il y a eu aussi des ratages. On va en parler. Juste, je prends quelques mesures et pour vous faire réagir. Bon, il y a le doublement du budget, mais il y a aussi des grands travaux et des travaux moins grands, mais qui sont aussi importants. Il y a le prix unique du livre, le financement du cinéma par les chaînes de télévision, qui est toujours en vigueur, hein. Le soutien aux artistes et à la création, des grandes commandes publiques, par exemple celle de Daniel Buren, dont on a fêté aussi l'anniversaire là sur le plateau devant le ministère de la Culture, un côté festif avec la fête de la musique ou le défilé de 89 sur les Champs-Élysées. S'il y avait une mesure qui vous tient particulièrement à cœur, ce serait laquelle? Si je peux me permettre, il y en a une vraiment qui est emblématique et symbolique, et qui éclaire l'ensemble de notre politique. C'est la loi sur le prix unique du livre. Pourquoi? Bien sûr, elle touche au livre, à la littérature, et ici, en cet instant, la littérature et l'histoire sont célébrées, mais c'est au-delà même du livre, c'est la philosophie qu'elle exprime, cette loi. La volonté qui est la nôtre de faire prévaloir l'exigence de création, l'exigence d'invention sur les préoccupations de lucre et de rentabilité immédiate. À ce moment-là, l'économie du livre était menacée par la toute-puissance des grandes surfaces qui, par une politique, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, de rabais abusifs, risquaient de mettre à la ruine les libraires qui constituent un tissu irremplaçable
de la vie éditoriale et littéraire. Donc, c'est réellement, en plus, il a fallu faire vite, et quand on veut changer les choses, il ne faut pas perdre de temps. Il a fallu batailler avec des opposants féroces qui ont continué la bataille après la loi pendant 2 ou 3 ans. Donc voilà, vous me demandez la loi sur le prix unique du livre. Et on sait que pour qu'une politique arrive à bon port, il faut que le tandem entre le président et le ministre de la Culture fonctionne longuement, ce qui a été votre cas, vous avez le temps, mais aussi soit en confiance. Comment vous obteniez la confiance de Mitterrand quand ça tanguait? La confiance, chacun d'entre vous le découvre dans la vie. La confiance, ça se construit. La confiance n'est pas nécessairement le grand amour immédiat, n'est pas nécessairement le coup de foudre. Et mes relations avec François Mitterrand se sont forgées progressivement, bien avant 1981. Il s'est intéressé en particulier à ce que j'avais entrepris à Nancy, au Festival mondial du théâtre. Puis ensuite, il a été très solidaire de l'éviction dont j'ai été l'objet par le gouvernement Giscard d'Estaing quand j'étais patron du théâtre de Chaillot. Et puis petit à petit, voilà, et il m'a appelé à venir travailler à ses côtés dans les années 77. Et je crois que petit à petit, moi j'avais confiance en lui. Je ne sais pas si la réciproque existait avant qu'il ne me connaisse. Et petit à petit, on a pris l'habitude de travailler ensemble. Voilà, et c'est le fruit d'un travail constant, permanent, patient. Et puis disons que la confiance aussi, elle repose sur le partage d'une conviction commune. Il était déterminé, j'étais déterminé à faire que la culture dans ce pays occupe non pas la 5e, la 6e, mais la première place. Et nous voulions chambouler les choses. Et au fond, il se disait sans doute, je ne peux pas parler à sa place, ce gars, il y va, il fonce. Si je ne suis pas d'accord, je le lui dis. Mais il accomplit le mandat que moi-même j'ai fixé aux Français, faire de la culture, et au-delà d'ailleurs, de l'éducation, de la science, de la recherche, des priorités absolues. Et cette confiance, bon, elle naît d'une complicité politique, oui, mais elle devient parfois affective aussi. Il se fait que j'ai eu la chance par sa volonté, celle de Daniel, celle de la famille, d'être intégré progressivement dans le cercle familial, et ça compte. Ce que vient de dire Jacques Lang, Frédéric Martel, est-ce que ça ne résonne pas un peu avec le livre que vous avez publié sur ces fameuses notes que rédigeait Jacques Lang et qu'il a envoyées à François Mitterrand, mais aussi à d'autres personnes? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris quand vous êtes entré dans la lecture de toutes ces notes? Bonjour. D'abord, moi, j'appartiens, et c'est ni une critique ni un point de proximité, c'est juste un fait, à une autre génération. Et donc, je découvre finalement dans ces notes, et pour une part dans les livres, l'histoire de la politique culturelle, en tout cas le premier septennat, en l'occurrence un quinquennat pour Jacques Lang de François Mitterrand, parce que j'étais évidemment beaucoup trop... Enfin, je n'ai pas connu mai 1981. Donc je découvre dans ces notes quelque chose que je ne connaissais pas. J'avais, comme beaucoup de gens, une image de Jacques Lang positive, la fête de la musique, un certain nombre de choses. J'avais même travaillé au ministère de la Culture à la toute fin où il y était, mais j'étais quelque part dans la petite administration sur un petit contrat, donc je ne voyais pas le ministre qui était loin. Et j'avais aussi un certain nombre de critiques, parfois la fin du mitterrandisme qu'on connaît. Et quand je découvre ces notes, que pour une part j'avais d'ailleurs un peu découvert dans la biographie qu'avait fait mon voisin auparavant, je découvre quelque chose qui est très différent de l'image que j'ai de Jacques Lang. Pour moi, un ministre, c'est souvent quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui a un enthousiasme, c'est quelqu'un qui sait combattre, mais c'est pas forcément quelqu'un qui travaille. J'ai rencontré d'ailleurs, et j'ai même travaillé pour des ministres qui travaillaient pas. C'est pas forcément quelqu'un, je ne vais pas dire les noms. Il y a aussi des gens qui n'ont pas de connaissances techniques et qui ont un discours politique, c'est très bien, c'est ce qu'on leur demande. Et alors, dans les notes, ce qui est très frappant, c'est on découvre une technicité absolument incroyable,
une obsession encore plus incroyable et une connaissance méticuleuse, y compris au prix d'un travail considérable, parce que c'est un bosseur, Jack Lang, et je dis ça sans... C'est pas toujours sympa les bosseurs, hein, ils sont encore là à minuit le soir à travailler, mais ça explique aussi beaucoup de choses. Et puis pour finir, j'ai découvert, et c'est d'ailleurs ce que dit Eric Orsena, de son vrai nom, Eric Arnoux, dans une petite note que j'ai publiée, ce que je fais peu, puisque dans l'ensemble c'est essentiellement les notes de Mitterrand à Jack Lang et de Jack Lang à Mitterrand. Là je la publie parce que ça a lieu en 86, je crois que c'est en janvier, février, peu avant la défaite de 86. Et Orsena envoie une petite lettre à Jack Lang pour lui dire, oui. Voilà, qu'est-ce que je garde de souvenir. Et c'est ça aussi que j'aimerais dire en conclusion, c'est que j'ai appris dans ce livre, mais aussi du coup aussi dans le travail commun qu'on a fait, une énergie, une ténacité, au fond, il disait tout à l'heure, ne pas avoir froid aux yeux. C'est pas une très belle expression, mais ça dit exactement ce que c'est. C'est-à-dire le rejet du conventionnel, la liberté face aux usages, face au grand corps, face à l'État, face aux règles administratives. Et Dieu sait qu'ils, même au ministère de la Culture, je l'ai vécu par la suite, sont hallucinantes. Et les questions budgétaires aussi. L'engagement politique et en même temps le refus, et ça m'a énormément frappé aussi, du sectarisme. C'est évidemment quelqu'un de gauche, d'ailleurs comme moi, mais qui travaille avec tout le monde. Parce que l'objectif, c'est de faire. C'est le slogan de Nike, do it. Et au fond, quand quelqu'un arrive avec un projet, quelles que soient ses origines, sa nature politique, sa formation politique, il les encourage à le faire. Être toujours en alerte, toujours écouter le nouveau et donc la jeunesse. Et enfin, être au fond aussi totalement, et il est comme ça tout le temps, il l'était avec moi dans ce livre, toujours, je dirais, avide de découverte et de découvrir, c'est-à-dire également la passion pour la discipline. Il y a tellement de gens qui sont ministres de la Culture, qui parlent de culture, mais qui ne voient pas les spectacles. Lui, tous les soirs, il essaye de voir un spectacle, d'aller voir un film, de lire un livre. Dès qu'on lui parle d'un auteur qu'il ne connaît pas, il tente de le lire, d'ailleurs dans plein de cultures et dans une diversité très grande qui dépasse de beaucoup la France. Et c'est tout ça qui m'a énormément surpris, indépendamment, je dirais, on en parlera peut-être après, des accords. Aussi, moi j'ai un autre rapport qui est évidemment celui du numérique, la culture américaine, l'entertainment, le divertissement, qui me distingue beaucoup de ce que Lang a fait. Mais je pense que Lang, pour le dire d'un mot pour conclure, c'est aussi, au fond, un esprit français. Et moi, ce qui m'a frappé aussi, quand même, c'est j'ai l'impression que quand je lis toutes ces notes, c'est un grand emmerdeur, quoi. C'est-à-dire qu'il a ça, les interlocuteurs, y compris le président. Et je voulais vous demander, Laurent Martin, vous avez fait une biographie de Lang. Est-ce que ça vous a surpris dans le personnage qui puisse redemander chaque fois de l'argent, toujours plus d'argent? Oui, mais quand même pas mal. Et puis, mais aussi ensuite, dès qu'il y a un dossier qui va mal, il va chercher les amitiés à gauche. Enfin, un bon stratège, j'ai l'impression. Et puis, parfois, les mots, c'est bourré de, je ne sais pas comment on appelle ça, mais des mots avec des adjectifs très fleuris, beaucoup d'emphase, etc., quoi. Et j'imagine les gens qui reçoivent ces notes et de dire, mais qu'est-ce qui va m'emmerder encore longtemps, quoi. Vous qui cernez le personnage, comment vous reliez le personnage avec ses notes? Pour vous, c'est totalement cohérent? Oui, alors il y a un style Lang, il y a un style Lang dans la rédaction des notes. En fait, il y a deux types de notes, disons. Il y a des notes courtes, brèves. La plupart de celles qu'il adresse au ministre ou au président sont des notes souvent très factuelles, informatives, avec aussi une conviction qui transparaît à travers les lignes. Et puis il y a d'autres types de notes, d'ailleurs plutôt des discours, ceux qu'il peut prononcer à l'Assemblée nationale par exemple, où là effectivement affleure ce style que vous décrivez, très lyrique, avec beaucoup de métaphores, beaucoup d'images, etc. Effectivement, alors Jack Lang se distingue de la plupart de ses confrères, de ses congénères au gouvernement par cet accès direct qu'il a à Mitterrand, dont il use et abuse. D'ailleurs, Mitterrand, je crois que c'est en 93, à un moment de la deuxième cohabitation, dit à Jack Lang, ce que je ne regretterai pas, c'est vos notes. C'est cette façon que vous avez eu toujours de m'envoyer en permanence des notes. Vous allez, voilà, ça va me faire des vacances. Parce qu'effectivement, Jack Lang se montre extrêmement insistant, n'hésite pas à court-circuiter tous les
finalement les circuits de décision classiques du gouvernement, ne passent pas par le Premier ministre, ne passent pas non plus par les conseillers du président au cabinet, etc. Et il s'adresse directement à lui. Et il finalement se réclame du rapport effectivement très étroit, très familier, presque familial même, qu'il a tissé avec François Mitterrand. Ça se déroule effectivement sur 5 années, enfin entre le milieu des années 70 et la fin des années 70. C'est là où vraiment le rapport entre les deux hommes se noue. On a parlé effectivement de la crise de 1974. Il y a aussi tout un débat au sein du PS à cette époque-là entre les rocardiens, les mitterrandiens, etc. Jack Lang a choisi le bon camp et il est récompensé d'une certaine façon en 1979 en devenant délégué national à l'action culturelle en remplacement de celui qui incarnait jusqu'alors la ligne du PS en matière de politique culturelle, avec des changements assez considérables sur cette ligne. Et donc, quand François Mitterrand le nomme jeune ministre, il a 41 ans, en 81, si je ne me trompe pas, il le connaît déjà depuis plusieurs années, il sait sur quels atouts il peut compter. Alors, Jack Lang est à la fois, contrairement à ce qu'on dit, parfois il y a une sorte d'idées reçues selon lesquelles Jack Lang serait tombé en politique dans les bras de Mitterrand, totalement novice et complètement innocent en la matière. En fait, pas du tout. Jack Lang est un militant, notamment mendésiste, dans les années 60. Donc, il a un parcours politique, il a un engagement, un militantisme politique affirmé et très jeune, très précoce. Donc, il y a cette dimension-là qui est présente. Il y a les dimensions aussi connaissance des milieux culturels et artistiques. Jack Lang est lui-même, donc on l'a dit, fondateur du Festival de Nancy au début des années 60, qui dans les années 60 a été un festival de théâtre aussi important qu'Avignon, et avec une aura mondiale, vraiment, de ce festival. Donc il connaît bien les artistes, il connaît bien leurs attentes. Et puis, on ne le souligne pas assez, c'est important de le rappeler, il a une capacité technique, si je puis dire. Il est professeur de droit. Il a même été doyen, d'ailleurs, de l'université de Nancy, de la faculté de droit de Nancy. Et donc, il connaît bien les questions budgétaires, les questions administratives. Il a effectivement à son actif 2 thèses, l'une sur le théâtre et l'État, c'est une thèse en 68, je crois. Et il a aussi une thèse en droit international maritime. C'est un spécialiste notamment des plateaux continentaux, chose qu'évidemment personne ne sait. Mais voilà, donc il a une grande expertise, voilà, de ce qu'est l'État, de ce qu'est l'administration, et il sait que, notamment la question budgétaire, c'est essentiel. On peut effectivement, et on l'a fait beaucoup avant lui, avoir des grands discours sur la culture, la politique culturelle, etc., sans que ça se traduise par des dotations budgétaires conséquentes. Lui, par opposition en grande partie à ses devanciers, va mettre l'accent précisément sur les moyens. On peut avoir une grande politique sans moyens, ça ne sert à rien. Il faut avoir les deux. Et il va obtenir donc en l'espace d'un exercice budgétaire, ce qui ne s'est jamais vu dans l'histoire de la République et ce qui ne se verra jamais plus à mon avis, le doublement du budget de son ministère. Alors, en part du budget de l'État, ça ne représente pas un doublement puisqu'on passe de 0,5% du budget de l'État à 0,75%, mais en fait, ça représente énormément d'argent supplémentaire, à tel point d'ailleurs que les membres du cabinet, etc., je pense à Jacques Salois, qui a été son premier directeur de cabinet, s'inquiétaient de savoir comment dépenser efficacement cet argent nouveau qui arrivait. Ils ont trouvé, mais il y avait aussi une réputation qui s'attachait au ministère de la Culture comme étant à la fois un ministère dépensier et qui ne savait pas dépenser son argent. Donc il y avait un enjeu quand même important dans l'arrivée de cet argent et dans la bonne utilisation de cet argent. Et donc ce qui est quand même spectaculaire, c'est ce doublement du budget sur une année, et l'augmentation constante du budget sur quasiment toute la période pendant laquelle Jack Lang a été ministre de la Culture. On arrive au début des années 80 à 1% du budget de l'État, ce qui était une vieille revendication des milieux culturels, notamment, et du Parti communiste aussi, à la fin des années 60, arriver à 1% du budget de l'État pour la culture, et on y arrive donc au bout d'une décennie. Donc voilà, c'est tout ça aussi qui représente une véritable rupture par rapport effectivement à la période précédente. Je voulais vous demander à tous les deux, maintenant, le languisme pour vous, ça serait quoi par rapport à la... J'ai tout à l'heure égrené quelques mesures phares qui ont été prises durant toute cette période. Frédéric Martel, d'abord, pour vous, qu'est-ce que vous retenez comme mesure importante ou qui serait plus que symbolique de cette période et cette politique? Moins une mesure que
d'avoir permis au ministère de la Culture d'être un ministère, sinon égal aux autres, il ne l'est pas, il ne l'a jamais été, il ne le sera sans doute jamais, mais qui est pris au sérieux comme un ministère qui compte, ce qui objectivement n'était pas le cas dans les ministères précédents. On se souvient de la fameuse formule de Jacques Duhamel qui expliquait, qui avait été auparavant d'ailleurs ministre de l'Agriculture et puis était devenu ministre de la Culture, ce qui était à l'époque une chute significative. Il disait c'est les mêmes budgets, sauf que dans un cas c'est en ancien franc, dans l'autre cas c'est en nouveau franc. Donc ça montrait la différence des budgets. Et ça c'est vraiment, je crois, le ministère il compte. Quand moi j'arrive à Paris et quand je veux travailler quelque part, je veux travailler au ministère de la Culture parce que ça compte. Et je suis pas les énarques, je ne suis pas énarque, Dieu soit loué, mais les énarques veulent à partir de là sortir au ministère de la Culture alors qu'ils ne sortaient pas. Ils évitaient ce ministère, sauf un Jacques Sallois ou quelques-uns de ce type. Donc ça, c'est l'élément central. Ensuite, c'est une volonté, et je crois, et je ne suis pas d'ailleurs forcément d'accord avec ça, mais c'est l'idée, et ça c'est le languisme pour moi, c'est que l'artiste, au fond, a toujours raison. C'est qu'il faut aider l'artiste. C'est qu'on défend l'artiste contre ses ennemis, quels qu'ils soient, que ce soit le marché, que ce soit la bureaucratie, que ce soit l'administration. Et c'est l'idée, au fond, que dans une démocratie, la liberté de l'artiste est essentielle. Et là, sur ça, je suis d'accord. Et pour vous, Laurent Martin ? Il y aurait beaucoup de choses à dire, évidemment, et on n'a qu'une heure, mais... Non, moi, ce qui me semble manifester la vraie rupture, alors il y a des vraies et des fausses ruptures. On pourrait parler d'héritage, continuité, etc. Ici, les historiens connaissent bien ce balancement, cette oscillation. Ce qui représente, à mes yeux, la vraie nouveauté de cette période, c'est l'élargissement des sens donnés à la culture et l'élargissement consécutif des responsabilités des pouvoirs publics et de l'État en particulier dans ces nouveaux domaines. Et ça, je crois que pour le coup, c'est propre, je dirais, à la pensée languienne. C'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas d'art majeur, d'art mineur, qu'il n'y a pas de hiérarchie culturelle, qu'il n'y a pas à opposer telle ou telle forme noble ou plus ou moins noble de l'art et de la culture. Et ça, ça s'est traduit très concrètement par des politiques publiques de soutien et de reconnaissance symbolique, ce qui est aussi important que les moyens et que les subventions, à toute une série de nouveaux domaines. Exploré notamment par cette nouvelle direction qui s'appelait la DDC, la Direction du Développement Culturel, mais au-delà de la DDC, reconnaissance de la dimension culturelle, du cirque, de la bande dessinée, du rock, de la gastronomie, de la mode, etc. On lui a beaucoup reproché. Ça a été un des thèmes de bataille d'une partie, d'un certain nombre d'essayistes de droite ou de gauche, peu importe ici, mais qui ont dénoncé le tout culturel, la grande confusion des valeurs, la grande équivalence, etc. Donc ça, c'est une vraie, à mes yeux en tout cas, avancée ou nouveauté en tout cas de la période. Alors, je disais, elle est un peu en trompe-l'œil, au sens où, là encore, quand on revient aux questions financières, quand on regarde les budgets qui sont consacrés à ces nouvelles actions, etc., on s'aperçoit qu'en réalité, ce sont des budgets relativement minimes et que les principales dotations budgétaires restent dirigées vers les grandes institutions et les fonctions et les missions, je dirais, traditionnelles du ministère de la Culture. On a dit souvent, par exemple, ça a été là aussi une des accusations portées à l'action de Jack Lang, qu'il avait méprisé, négligé le patrimoine. En réalité, quand vous regardez l'action qui a été menée et là aussi les budgets qui sont consacrés, vous constatez que les missions de conservation en général, le patrimoine en particulier, ont bénéficié d'augmentations budgétaires importantes et d'actions novatrices. Mais c'est vrai que l'accent a été mis, et d'une certaine façon, ils ont été un peu victimes finalement de cette politique de communication. L'accent a été mis sur la création, les artistes vivants, la création contemporaine, etc. Et l'élargissement du sens, encore une fois. Mais voilà, donc c'est une réalité, je dirais, asymbolique, et c'est très important. Je pense par exemple, et je finirai juste là-dessus, ça représente assez bien ce qu'a été justement cette nouvelle politique, cette nouvelle façon de concevoir la politique culturelle. Les 2 premiers déplacements officiels de Jack Lang, ministre de la Culture, c'est, si je ne me trompe pas, le Salon du Livre, d'une part. Donc là, on est dans la culture la plus classique, la plus traditionnelle, etc., si l'on veut. Mais l'autre déplacement, c'est un concert de Stevie Wonder. C'est ça. Voilà, donc la musique, dans ce cas-là, de plus grand public. Voilà.
Alors Jacques Lang, cette confiance, comme dit Frédéric Martel et Laurent Martin, cette confiance pour les artistes, alors que c'est vrai, jusqu'ici, on avait plutôt un ministère de la Culture qui mettait fortement en avant et le patrimoine et les institutions qui dirigeaient tout ça. Vous, de mettre en avant la création des jeunes artistes, on pense par exemple Patrice Chéreau est peut-être pour moi le symbole des artistes que vous avez mis en avant, parce que vous le mettez à la tête d'un des grands théâtres à Nanterre, très vite. D'où ça vient? C'est quoi cette idée que vous pensez que l'artiste est la solution? Je ne pense pas que l'artiste est la solution, mais disons, on sort à ce moment-là d'une période où les arts et les artistes étaient, je ne dis pas méprisés, ce serait excessif, en tout cas délaissés. Je sentais délaissé. Et bon, peut-être que toute mon expérience culturelle et politique, c'est quand même fondée sur, sur la découverte d'inventeurs d'art et de théâtre. Le Festival de Nancy m'a fabriqué, si j'ose dire. Je l'ai fabriqué, mais il m'a forgé. C'était quoi? C'était un festival de découverte, de révélation, d'écrivains, d'hommes de théâtre, de comédiens, de chanteurs qui, antérieurement, n'avaient aucune... n'étaient pas connus. C'était des inconnus. Et donc, et à partir de là, à Nancy même, j'ai vu à quel point l'événement que nous avions créé, en liaison avec les universités, avec les étudiants, avec les associations, etc., est devenu finalement un événement très populaire. C'était les artistes d'abord, et les artistes parfois d'avant-garde, je veux dire complètement ignorés en plus, s'exprimant souvent en langue étrangère. Et on a vu, pas tout de suite, mais 2-3 ans après, toute une ville se mettre en mouvement de diverses manières. Et aujourd'hui même, vous iriez à Nancy, vous interrogeriez des gens de toutes les classes sociales. Ça a été un moment très fort de leur vie. Et donc, ça s'est fait quand même à partir de l'art, à partir des créateurs, à partir des artistes. Et je ne suis pas le seul à le penser. Je dirais que quand Ariane Mnouchkine, que j'aime beaucoup, a fait ce travail admirable qu'elle continue aujourd'hui à la cartoucherie, c'est d'abord par les comédiens, par l'écriture, qu'elle a réussi à faire venir à elle des gens qui, antérieurement, n'allaient pas au théâtre. Donc ça me paraît une évidence absolue. Cela dit, en même temps, ne ramenons pas tout aux artistes. Je dirais les femmes et les hommes de culture, parce que vous évoquiez le patrimoine. Ce n'est pas seulement l'argent. C'est aussi des transformations profondes. Par exemple, la création de l'École nationale du patrimoine, qui aujourd'hui est devenue Institut national du patrimoine, pour donner une formation commune aux conservateurs des monuments historiques et des musées. Bon, c'est une élévation du niveau. Et aujourd'hui, ce qui m'impressionne beaucoup quand je me promène ici ou là, que je vois les nouvelles générations de conservateurs de musées, c'est leur extraordinaire érudition, mais leur fabuleuse curiosité, leur ouverture au monde, à la société. Bon, je donne cet exemple pour dire que tout n'est pas seulement art et artiste, disons. Prends un sujet dont je me suis beaucoup occupé, que je ne connaissais pas. D'ailleurs, il s'est arrivé que je me sois occupé activement de ce que je ne connaissais pas, parce qu'en effet, j'aime comprendre, j'aime découvrir. L'archéologie. Je ne savais rien de l'archéologie. Si, comme beaucoup d'autres, j'avais été fasciné par la Grèce antique, encore aujourd'hui, par l'Égypte pharaonique, encore aujourd'hui, ou par d'autres, d'autres civilisations, ou par le Mexique, ou par l'Iran, mais je ne savais rien de l'archéologie française. Et j'ai rencontré des gens fabuleux, mais qui étaient abandonnés, des archéologues très savants, très dévoués, qui gagnent très mal leur vie. Et puis j'ai vu que le sol français est une mémoire incroyable de notre histoire. Et je me suis engagé avec d'autres, pas tout seul, pour donner un statut aux archéologues, pour développer, par exemple, l'archéologie préventive. Il fut une époque, dans les années bétonneuses
les années 50-60, on détruisait allègrement pour construire, se contrefoutant de la mémoire des archives du sol. Bon, donc c'est plutôt, je ne sais pas si c'est les artistes, c'est je sais pas, j'ose pas dire de grands mots parce que c'est un peu trop auto-célébrateur, mais la passion du beau, la passion de l'harmonie, la passion de voilà. Et c'est pas seulement à travers les artistes, c'est à travers mille et une choses quand des groupes de jeunes se réunissent pour, je sais pas, prenons un exemple ici à Blois. Bon, j'ai eu la chance de devenir le maire de cette ville pendant quelques années et nous avons tenté non seulement de réaliser des choses d'excellence, comme on dit aujourd'hui, cet endroit que nous avons sauvé, patrimoine, qui était menacé de destruction par des bulldozers, mais aussi, je sais pas, l'école nationale du paysage, mais aussi le musée de l'objet avec Ben, etc. Eh bien, ce qui, pour moi, était tout aussi touchant, c'était comment des jeunes, nous réussissions à les impliquer, à les engager. En particulier, je ne sais pas, il y a peut-être des gens de Blois ici, j'imagine. Il y a eu une période où la ZUP, qui est une des plus importantes ZUP de France, proportionnellement au nombre d'habitants, la ZUP devenait chaque année le cœur de la ville. Un événement qui avait été conçu par des jeunes, qui s'appelait Ramdam, faisait que pendant une semaine, tout Blois, de la rive nord à la rive sud, des bourgeois aux moins bourgeois, affluaient vers la ZUP. Et tout à coup, il y avait une sorte de reconnaissance collective des actions, des idées réalisées par tous ces jeunes de la ZUP de Blois. Et ça renvoie à quelque chose où, évidemment, il fallait qu'on en parle, c'est le côté, j'ai envie de dire, festif de votre politique. Vous avez multiplié les événements dans le temps, hein, plus ou moins courts. Enfin, la fête de la musique est évidemment l'événement le plus symbolique, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Je pense qu'il n'y a pas eu un seul secteur qui n'a pas eu droit à son festival ou à son rendez-vous, etc., avec des noms parfois même un peu ronflants, un peu voilà. Mais comme avec un petit côté volontariste, d'où vient cette idée qu'il faut à la culture mêler la notion de fête, qui n'était pas tellement une idée qu'on voyait, si j'ai bien regardé, tous les ministères de la Culture avant que vous n'arriviez, ça rigolait pas beaucoup. Hein. Je ne dis pas qu'il fallait rigoler, mais en tout cas, c'est vrai, vous donnez un petit côté festif, enfin un gros côté festif. Votre personnage a été même un peu épinglé à cette occasion-là, vous le savez. Mais pourquoi vous pensez que c'était un enjeu ? Bon, d'abord, je ne pense pas que... Je suis pour aussi, je suis un universitaire, j'ai été un chercheur, je crois beaucoup à la nécessité de laboratoires, de lieux où on puisse, aux ateliers d'écriture, je crois qu'aux bibliothèques, on puisse travailler dans le calme, dans la tranquillité. Ici, même à côté, vous avez une très jolie bibliothèque que nous avons réalisée avec des amis ici, qui porte le beau nom de l'abbé Grégoire, qui pour moi reste un grand modèle dans l'histoire de la République. Et donc tout ne peut pas être transformé en fête. Mais je dirais que ça vient peut-être de mon tempérament, ça vient aussi, pardon, de mon aventure à Nancy. À Nancy, nous avions la passion de la découverte, mais l'envie aussi, le soir, la nuit, de nous retrouver avec les troupes du monde entier. Et ça contribuait, disons, à façonner les amitiés, à forger les rencontres. Bon. Puis, il me semble que c'est une manière aussi... bon, il y a les moments de travail, de méditation, pour les artistes, pour les créateurs, pour les gens de culture. Puis il y a les moments où on doit se tourner vers les autres. Et une fête, je ne sais pas, un meilleur mot que fête, dire ça vous appartient aussi. Vous pouvez en être les acteurs. Ça, c'est aussi Nancy qui m'a appris ça. La fête de la musique, c'est d'abord ça. Les acteurs, ça n'est plus moi, ça n'est plus les artistes, justement, c'est vous. C'est vous les amateurs, c'est vous les amoureux de la musique, c'est vous qui allez faire cet événement. D'ailleurs, on n'en parlerait pas aujourd'hui de cette fête de la musique si ça avait été uniquement une idée comme ça ministérielle.
On en parle parce que ça a été réalisé par les gens dans les villages, dans les quartiers, dans les villes. Cette fête de la musique, elle appartient aux citoyens. Elle est dans le cœur et dans la tête des gens. C'est une manière de faire que la culture soit appropriée. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre raison, Jacques Lang? C'est qu'il ne faut pas l'oublier quand même, c'est qu'à partir de 80, d'énormes travaux sont lancés, dont on sait qu'ils vont prendre 3, 5, 8 ans, avec des gros budgets, que donc on ne va pas avoir tout de suite le résultat, et que donc il fallait aussi contrebalancer par un événement tout de suite, parce que si j'ai bien compris, la fête de la musique, c'est initié au printemps, enfin je sais pas, en février-mars, et ça arrive en juin. Donc ça va à une vitesse incroyable. Ouais. Est-ce qu'il ne fallait pas justement montrer quelque chose de... Voilà, OK, on travaille, il y a les grands travaux, ça va être lourd, on verra les résultats que dans 10 ans, mais il y a aussi ça. Non, pardon de vous le dire, de vous contredire, ce n'est pas du tout la raison. C'est que... Je ne dis pas que c'est l'unique raison, mais non. C'était... Mais si on parle de la musique, j'ai eu la chance, disons, aussi, une chance extraordinaire d'être entouré d'une équipe fabuleuse, de gens qui, comme moi, venaient de la société, venaient de l'expérience culturelle, avaient été des militants de la culture, avaient une imagination. Et alors, pour parler de la musique, il y avait auprès de moi Maurice Fleuret, qui a disparu malheureusement aujourd'hui, qui est un homme exceptionnel, qui a conçu avec moi tout cela. Mais la fête de la musique, c'était le premier fruit du travail en profondeur que nous avions engagé pour réformer les conservatoires, pour ouvrir les conservatoires à des musiques qui n'étaient pas admises. Je pense au jazz, je pense à l'art choral ou à d'autres musiques, ou tout ce que nous avons fait avec Maurice Fleuret dès les premiers mois pour soutenir les mouvements amateurs, mais aussi les orchestres. Et la fête de la musique, d'ailleurs, portait comme nom au départ, nous disions, c'est la fête de toutes les musiques, parce qu'on sortait d'une période où on considérait en France que, dans les milieux officiels, que la seule vraie musique... Je parle trop, non? Non. C'était fête F-A-I-T-E-S. Ah oui, oui, pardon. Que c'était la grande musique, entre guillemets, la musique classique. Et avec Fleuret, on disait, mais cette fête de la musique doit être la fête de toutes les musiques, elles doivent coexister. C'était donc un programme, c'était donc une action en mouvement, célébrée par une fête. Alors par ailleurs, comme le rappellent très gentiment les amis à ma gauche, on avait joué sur les mots, sur fête, F-E-T-E, F-A-I-T-E-S, fête, do it. Donc nous voulions que ce soit à la fois festif, mais actif, que les gens soient eux-mêmes acteurs. Et j'y crois toujours. D'ailleurs, je n'y crois pas que pour la culture. Je pense que dans une société, on le voit ici à Blois ou ailleurs, les citoyens ne sont pas des consommateurs passifs, ne doivent pas être traités comme tels, mais doivent être des inventeurs, des acteurs et participer à l'action collective. Frédéric Martel, sur cette notion festive, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Comment vous voyez ça? Oui, enfin, il y a sans doute, et on le voit dans le livre que j'ai fait avec Jack Lang, une révolution culturelle, des sujets sur lesquels c'est difficile, ils se trompent, on peut être en désaccord, et il y a sans doute des erreurs fortes qui ont pu être commises. Mais s'il y a une critique que je ne comprends pas, et que je n'ai jamais compris, et que pour une part d'ailleurs, et c'est sans doute un point de désaccord que j'ai avec Laurent, c'est cette critique qui arrive d'ailleurs dès le premier quinquennat. Je dis quinquennat parce que ça ne dure que 5 ans dans le cas de Jack Lang, après la défaite de 86, jusqu'à la défaite de 86. C'est la critique qui va être portée par Michel Schneider, par Marc Fumaroli, par Marie-Yvonne de Saint-Pulgent, par mon collègue de France Culture Alain Finkielkraut, par d'autres, justement de cette fête, de cet élargissement de la politique culturelle à d'autres cultures, du tout culturel. Et ce qui me chagrine, c'est que ces livres-là, ces essais ont pu être parfois repris, considérés comme des thèses, et qu'effectivement, il y avait une critique à faire du languisme en cette direction-là. Il y a sans doute des critiques à faire, et je serai le premier à le faire, et je l'ai fait à certains moments. Mais pas sur ça, parce que d'abord, c'est faux.
c'est paternaliste, c'est condescendant, ça nous ramène aux années 50 quand il n'y avait qu'une hiérarchie culturelle et où le reste était rejeté. Il faut bien voir d'abord que les budgets en cause, ça a été dit par Laurent, étaient relativement limités. La fête de la musique, ça coûte rien au ministère de la Culture. Donc c'est pas ça qui grévait le budget du ministère. Ce n'était pas fait aux dépens ni du Grand Théâtre avec Patrice Chéreau, ni de la grande musique avec Pierre Boulez, ni de l'architecture avec Paye ou d'autres. Deuxièmement, c'est quoi ? Ça voudrait dire que le rock, non, c'est pas de la culture, que la BD, il fallait la chasser, que les séries télévisées, dont on sait aujourd'hui qu'elles sont le cœur de la créativité, n'existaient pas, que l'art choral qui était évoqué, ou encore le numérique, dont on parlait déjà un petit peu à cette époque à travers la vidéo et certaines expérimentations, ou même l'électro. On a reproché la défense de l'électro. Mais c'est quoi l'électro, la musique électro, sinon l'une des grandes forces de la culture française à travers le monde. Alors on peut ne pas aimer, quand on est Marc Fumaroli, je comprends qu'éventuellement on n'aime pas la musique électro, mais dire que ce n'est pas de la culture, ça me paraît profondément erroné. Et enfin, dernier argument, mais qu'a fait la droite ? Qu'a fait M. Toubon, qu'a fait M. Léotard, qu'a fait tous ceux qui critiquaient cette politique-là, sinon refait la même chose et généralement en pire. Ils sont allés encore plus loin dans la défense de certains arts qui parfois étaient mal compris. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de critiques à faire, comme toute action, nul n'est parfait. On peut critiquer le mitterrandisme, on peut critiquer le languisme, je l'ai fait et je continuerai à le faire sur certains sujets. Mais sur ce sujet-là précisément, je pense que c'est une erreur d'analyse profonde et Michel Schneider s'est trompé, Marc Fumaroli s'est trompé, Alain Finkielkraut s'est trompé sur ce sujet parce qu'aujourd'hui, à part peut-être Éric Zemmour, personne ne défend ses idées. Merci pour ce plaidoyer. Laurent Martin, vous avez une nuance à apporter En fait, il a dit qu'on était en désaccord sur ce point. Je ne vois pas où est le désaccord parce que je viens de dire exactement la même chose. Non, mais dans votre livre, il y a une dizaine de petits chapitres où chaque fois, vous leur donnez la parole comme si c'était très central. Voilà, pardon. Ah non, mais attendez. Là, j'ai pas vu venir le truc, excusez-moi. Ouais. Mais entre eux. Non, notre livre est un livre d'histoire, comme vous l'aurez remarqué, et donc on essaye de restituer aussi un climat, un esprit d'époque, et aussi de donner évidemment la parole aux critiques qui ont pu être adressés à la politique de langue. Et de fait, effectivement, il y a deux axes en fait dans la critique qui est adressée dès cette époque, donc dès les années 80, puis ensuite ça va encore s'orienter dans différentes directions. Mais il y a deux axes. Un axe qu'on va dire de gauche, un axe de droite. L'axe de gauche, c'est par exemple celui de Michel Schneider. C'est de dire, au fond, cette politique de langue, elle est restée superficielle, elle est restée, c'est une politique de communication, c'est une politique paillette, etc. Et surtout, elle n'a pas véritablement rempli la promesse de la gauche, qui est la démocratisation de la culture. C'est-à-dire que l'élargissement social des publics de la culture ne s'est pas fait. On en parlera un petit peu, peu plus tard. Non, mais ça, c'est très important, parce que ça, c'est vraiment une orientation dite de gauche, considérant qu'effectivement, malgré la politique de l'offre culturelle, malgré la multiplication des institutions, des établissements, etc., eh bien, la part de ce qu'on appelait dans les années 60 le non-public, c'est-à-dire le public qui reste aux marges ou à la lisière de ces institutions, est restée la même. Voilà. Donc ça, c'est la critique de gauche. La critique de droite, plus conservatrice, c'est effectivement celle de Marc Fumaroli ou celle d'Alain Finkielkraut. Ça, c'est la dénonciation plutôt de la démocratie culturelle, c'est-à-dire ce que j'ai appelé la grande équivalence, la confusion des valeurs, le tout culturel. Tout se vaut. Finkielkraut ose même, en détournant une phrase de Tolstoï, dire « pour langue, Shakespeare et une paire de bottes, c'est la même chose ». Tolstoï emploie cette phrase, mais dans un contexte totalement différent. Voilà, donc il y a cette dénonciation-là. Et ce n'est pas une question de budget, effectivement, il ne parle pas du fait que ça détournerait des budgets, etc. C'est une dimension symbolique. C'est l'idée que, justement, il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de valeurs, qu'on mélange tout, etc. Et là, mais il y a une hiérarchie dans le languisme, début à la fin. Les théâtres nationaux, les opéras, c'est qui les directeurs qui sont nommés? On n'a pas nommé un mec qui sortait de son hip-hop à la tête de l'Opéra de Paris. La hiérarchie, elle existe. Mais tout existe et tout a le droit, dans un pays comme la France, d'exister. La hiérarchie, en fait, elle existe, mais elle n'existe pas entre les arts ou les genres. Et ça, c'est très important et c'est nouveau, justement. C'est vraiment la marque de la période. C'est-à-dire que Lang dit il n'y a pas à opposer, justement, les arts nobles, les arts ignobles, les arts majeurs, les arts mineurs, etc.
toutes les formes d'expression ont la même dignité en valeur. Il y a des chefs-d'œuvre et il y a des navets, aussi bien dans la bande dessinée que dans la littérature. Mais je ne suis pas sûr qu'il disait ça, mais peut-être on lui demandera ce qu'il a dit et ce qu'il pense. Pardon. Non, il y a une hiérarchie, mais à l'intérieur de chacun des genres. Et par contre, il n'y a pas à opposer des genres entre eux parce que ça n'a aucun sens. Et là, il y a un vrai affrontement, une vraie opposition par rapport à la position d'un Finkielkraut pour lequel la bande dessinée, c'est un art pour analphabète. Alors, il a tort. De toute façon, on va rebondir là-dessus après, mais quand même un mot sur les travaux, parce que quand même, ce qu'on retient aussi beaucoup de cette période, c'est l'incroyable mouvement de construction et aussi de rénovation. Donc évidemment à Paris avec le Grand Louvre, l'Arche de la Défense, l'Institut du monde arabe, l'Opéra de Paris, etc., etc. Le musée d'Orsay qui est mené à bien, etc. Mais aussi beaucoup de choses, on oublie quand même, des constructions et rénovations de bâtiments en région. Est-ce que pour vous, ça part de quoi? D'un constat que vous trouvez à l'époque une France construite, enfin, une France culturelle construite, totalement délabrée, qu'il faut vraiment y aller, parce qu'on sait qu'ensuite ça va énormément jouer sur les budgets. Hein. Quel est un peu ce constat qui fait quand même qu'il y a ce mouvement de construction qui est quand même hallucinant? J'ose dire d'abord que de mon côté, mais aussi du côté de François Mitterrand, peut-être encore plus, il y a cette passion de l'architecture. Cette passion de l'architecture ancienne ou contemporaine. Et ce goût, disons, de construire, qui vient de loin dans mon cas. Là aussi, pardon de revenir à Nancy, qui était vraiment pour moi une école de formation à nul autre pareil. À Nancy, nous n'avions pas, en dehors du grand théâtre de la ville, de lieu. Nous accueillions chaque année plusieurs centaines de groupes de théâtre. Il fallait inventer des lieux nouveaux, il fallait transfigurer des lieux qui n'étaient pas propices au théâtre. Et même, nous avons vécu, et il faut toujours remercier ses adversaires, qui vous obligent à imaginer. Et même un jour, après 68, quand le maire de la ville nous a fait comprendre qu'il nous chassait de la ville, parce que finalement il ne le fera pas, nous avons imaginé de construire à côté, dans une commune de banlieue, une cité des théâtres. Et j'ai fait appel aux élèves de l'école d'architecture. J'ai demandé à Jean Prouvé, qui était toujours fidèle à Nancy, le grand architecte constructeur qui a été plus tard le président du jury du Centre Pompidou, pour le Centre Pompidou, de présider chaque semaine une réunion avec les élèves architectes pour essayer d'imaginer comment nous pourrions, avec des matériaux de fortune, construire une cité des théâtres. Et on l'a fait. Et on l'a fait, cette cité s'est érigée, etc. Bon, ça n'a pas duré longtemps parce que la pluie a fait son œuvre. C'était de l'éphémère, pas du durable. Donc, ça, c'est une obsession qui est en moi. Par exemple, pardon, vous m'interrogez, qu'est-ce qui fait que donc, je dois parler de moi un tout petit peu. Quand Jacques Duhamel m'a nommé à la tête du théâtre de Chaillot, il n'y avait absolument pas, il n'était pas du tout envisagé de transformer la grande salle de Chaillot. C'était une salle que seul Jean Vilar, d'ailleurs, a réussi à faire vivre. Une sorte de salle cinémascope, mal fichue pour le théâtre. Et très rapidement, à peine arrivé là, je me suis dit, mais c'est pas possible, on ne va pas y arriver. Il faut que je convainque le ministre de transformer cette salle, d'en faire une salle modulable. Et bon, je passe sur les détails. Je suis allé le voir, je lui ai soumis un plan. Il m'a tiré les oreilles en me disant, mais écoutez, ce n'était pas dans nos engagements initiaux. Je lui ai dit, oui, mais la vérité, c'est que sans cette transformation, nous ne pourrons pas faire ce théâtre nouveau dont nous rêvons, vous et moi. Et puis, on a engagé les travaux. Et ensuite, malheureusement, ils ont été mal achevés par mon successeur qui a rétabli une salle traditionnelle. Donc, cette passion de la construction éphémère ou durable était en moi. À Nancy aussi, j'ai eu d'autres projets. Par exemple, j'avais convaincu Jacques Duhamel, qui décidément aurait été pour moi en tout cas, un homme merveilleux, mais il a été pour d'autres. Quand Pompidou s'est livré à cet acte monstrueux de destruction
des pavillons Baltard. Dans les Halles. À Wall. Je suis allé voir Jacques Duhamel pour lui dire sauver un des pavillons, et puis je le ferai venir, c'était avant que je sois à Chaillot, on l'accueillera à Nancy, on en fera un lieu de culture, etc. Et Duhamel a accepté, puis finalement c'est la ville de Nancy qui n'a pas voulu, bon bref. Donc ceci pour vous dire que construire, je ne suis pas un architecte malheureusement, mais construire était quelque chose qui était en moi très profondément. Mais vous étiez convaincu qu'il fallait un nouvel opéra, qu'il fallait un grand Louvre, qu'il fallait une nouvelle bibliothèque. Bon, vous n'étiez pas tout seul à décider, on le sait, non. Il y a eu pas mal de conflits, parfois vous avez gagné, vous avez perdu, mais vous pensez que tout ça, il fallait le faire? Mais alors, si vous voulez, là encore, si vous le permettez, c'est comme pour la fête de la musique ou les fêtes en général, ça se relie à une conception de fond. Prenons l'exemple du Louvre. Fallait-il ou non laisser le Louvre dans l'état où il était? L'un des plus grands musées du monde, la moitié des salles fermées, souvent inaccessibles, poussiéreux, mal foutus, des bagnoles des fonctionnaires des finances et du musée qui occupaient là où il y a la pyramide. Comment? Là où il y a la pyramide. Là où il y a la pyramide, au milieu un square pisseux, enfin bon. Et le ministre des Finances. Le ministère des Finances. Bon. Et simplement, l'idée me vient tout à fait au début de mon mandat, c'est d'ailleurs une note que vous avez reprise dans votre livre, parce que c'est vous qui avez fait ce livre, à partir des notes d'archives, où je dis à Mitterrand, et si nous décidions, c'est ça le début, c'est pas construire, c'est faire partir, et si nous décidions de faire partir le ministère des Finances, qui occupait toute l'aile Rivoli, le long de la rue de Rivoli, et de dédier le palais du Louvre entièrement au musée. On ne parlait pas de pyramide là-dedans. Et il m'a répondu, oui, ce sera difficile, comme toutes les bonnes idées. Alors, on a fait appel ensuite à Paye, qui a réfléchi, qui a imaginé. Et au fond, l'apport de Paye a été un apport simple, c'est un homme simple. Il dit, ce musée souffre de l'absence d'entrée. On ne sait pas où elle est. On ne sait pas où elle est. Donc, première maquette, une entrée. Mais comme il fallait la couvrir ou éviter que la... Bon, il a imaginé cette pyramide qui est une forme très classique. Voilà. Et à partir de là, il y a eu tout un travail de rénovation. Donc, le travail archéologique, par exemple, dans les deux cours, qui étaient fabuleux, cours Napoléon, cours Carré. Et puis, la rénovation des départements, le statut des conservateurs, les gardiens, le reste, le traitement des conservateurs, qui étaient quand même sous-payés. Ce n'était pas que de la construction. Ça a entraîné, ça a engendré toute une série de changements, sans compter que, je crois qu'il y a eu un effet Grand Louvre vis-à-vis de toutes les villes de France. Beaucoup de maires qui, au fond, ne s'intéressaient pas beaucoup à leur musée, s'y sont intéressés, on les a appuyés, on les a aidés, et voilà. Donc, mais chaque projet avait sa logique. La bibliothèque, c'est une autre histoire. La bibliothèque Richelieu craquait dans ses murs. Elle était dans un état physique lamentable. Et dans le même temps, j'étais un obsédé de créer un véritable institut d'histoire de l'art, une véritable bibliothèque d'histoire de l'art. Bref, après 88, Mitterrand a souhaité construire une nouvelle bibliothèque et on a pu faire d'une pierre deux coups. La bibliothèque des livres, là où elle est maintenant, qui porte le nom de Mitterrand, et la bibliothèque des arts, salle Labrousse, site Richelieu, etc. Et disons que, si vous pouvez me permettre de dire, c'est que, on dit toujours Paris, Paris, Paris. Mais pour les bibliothèques, on a commencé par les régions et par les villes. C'est dès le début qu'on a débloqué des crédits très importants pour encourager les villes à construire ou à rénover leur bibliothèque municipale. C'est dès le début qu'on a proposé au département de parachever les bibliothèques centrales de prêt, des bibliobus qui circulent de village en village. Et donc finalement, la Bibliothèque de France a été la consécration. On a commencé par la province et on a terminé par l'Institution nationale de Paris. Alors on vit maintenant avec tous ces établissements et c'est une critique qui revient assez régulière, c'est de dire, parce qu'on pense toujours à 5-6 bâtiments à Paris, voire 2-3 emblématiques en région, mais en fait si on met tout bout à bout, il y en a des centaines qui ont été ou
construit ou rénové ou agrandi, hein, dans tous les secteurs. Avec des écoles aussi. Beaucoup d'écoles ont été créées dans tous les secteurs de la création. Et on dit, on n'aille plus à gérer tout ça, c'est trop, ça coûte trop cher, tout le monde se plaint, etc. De dire, oui, on a bien construit, mais Monsieur Lang n'est plus là pour faire tourner tous ces lieux, etc. Alors, qu'est-ce que vous leur répondez à tous ces gens qui critiquent en disant, on a vu trop gros, on a parlé certains de folie des grandeurs, etc. Qu'est-ce que vous leur répondez? D'abord que le budget de la culture, quand on regarde de près, a perdu progressivement une partie de son pouvoir. Vous voulez dire que les budgets n'ont pas suivi? Mais non. C'est-à-dire que globalement, je n'ai pas en mémoire les chiffres, globalement, il y a eu des érosions progressives de gouvernement en gouvernement. Et j'ose dire, pardon, je reste un homme de gauche. Non. Et néanmoins, je peux être critique à l'égard de gouvernement de gauche. Je regrette que sous le gouvernement de Lionel Jospin, par exemple, les budgets de la culture aient été en diminuant. Et même c'est dès le premier jour de son entrée en fonction que le budget de la culture a été atteint. Naturellement, sous François Hollande, ça a été pire. Mais ça n'a pas été brillant non plus. Ne parlons pas de l'époque Sarkozy. Donc, si vous voulez, moi je veux bien accepter tous les reproches, mais je ne suis quand même pas l'auteur des budgets successifs qui ont été en diminuant. En diminuant. Alors, par ailleurs, je crois qu'il y aurait des économies à faire sûrement, une meilleure gestion à assurer. Et puis, globalement, ça ne fonctionne pas si mal quand même. La Bibliothèque de France est en bon état. Enfin, je ne sais pas, je pense que globalement, ça fonctionne pas mal. Et puis, par ailleurs, c'est vrai que, je connais l'argument, c'est-à-dire, vous avez fait proportion. Quand on raisonne en termes de chiffres globaux, pardonnez-moi de vous le dire, je pense que moi, je suis contre ces analyses globales. Les institutions nationales, c'est l'histoire du pays. La capitale de France, c'est Paris. Ça aurait pu être Blois, d'ailleurs. Ça a été, à un moment, ça a été Blois. Le roi de France était ici. D'ailleurs, c'est ici qu'on a créé quasiment la Bibliothèque nationale. C'est ici que le dépôt légal a été inventé. Et François Ier avait dicté une ordonnance pour que chaque ouvrage publié sur le territoire du royaume, un exemplaire en soit remis entre les mains il s'appelait, je crois, le gardien de la librairie, au château de Blois, à Blois. Ça aurait pu être la capitale, ça aurait pu être Blois, après tout, pourquoi pas. Mais c'est Paris, pendant des siècles. Et donc, ces institutions dont vous parlez, elles sont nationales. Et elles profitent aussi à tout le monde, pas seulement à des Parisiens. Elles profitent à la nation, elles ont des effets internationaux aussi, une présence mondiale. Quand le Louvre est présent un peu partout dans le monde, c'est la France qui est présente, c'est notre culture française qui est présente dans le monde. Donc, ce n'était pas normal de laisser des institutions nationales à l'abandon. Et en même temps, vous l'avez dit, Michel Guérin, nous avons créé l'École nationale de la photographie, non pas à Paris, mais à Arles. Nous avons créé la Cité de la bande dessinée, non pas à Paris, mais à Angoulême. Nous avons créé le Centre national des arts du cirque, non pas à Paris, mais à Châlons, enfin, etc., etc. Et ici même, c'est l'une des deux grandes écoles nationales du paysage, avec celle de Versailles. Il y a Versailles et Blois. Je dirais même il y a Blois et Versailles. Blois est, à mon avis, number one. Frédéric Martel, sur ce grand mouvement de construction, avec du recul, alors c'est peut-être plus facile de juger maintenant, 40 ans après ou 30 ans après, vous le jugez bien ou vous avez des petites critiques à faire? Globalement, pour prendre la formule célèbre de Georges Marchais, c'est globalement positif. C'était pas à l'architecture qui faisait référence, et puis c'est des références qu'on n'utilise pas forcément aujourd'hui. Après, on peut parler du détail. Je sais d'ailleurs que ce qui est intéressant, et ça me permet de poser une question, finalement, le meilleur moyen de répondre à une question, c'est parfois d'en poser une à Jacques Lang. Ce qui frappe aussi, c'est que sur le Louvre, il y a un grand accord entre vous et François Mitterrand tout le long, et comme vous l'avez rappelé, et c'est une note que j'ai publiée qui avait été citée déjà auparavant, c'est une note que vous faites dès, je crois que c'est juin 1981, pour proposer le Louvre. En revanche, je sens beaucoup plus de distance en relisant vos notes.
sur l'Opéra Bastille, où vous avez des désaccords, notamment d'architecture, sur la Bibliothèque nationale de France, où vous allez tout faire pour qu'elle ne soit pas dans ce terrain-là, mais qu'elle soit à plusieurs endroits. Je crois que vous pensez un peu au Serlis et surtout à Vincennes, au fort de Vincennes, et surtout par la suite, là où est aujourd'hui le musée des Arts Premiers. Et on sent qu'il y a, mais c'est sans doute l'action politique, vos idées, celles du président de la République, et puis d'autres acteurs qui vont être des conseillers des uns et des autres, Émile Biasini pour le secrétariat d'État, etc., etc. Et puis aussi, quand même, la défaite de 86 qui bloque pendant 2 ans et qui menace même la destruction des colonnes de Buren, puisque dans les grands morceaux d'anthologie de l'histoire de la politique culturelle, il faudra se souvenir que le travail principal des premières semaines de François Léotard, nommé ministre de la Culture, a été de construire un plan pour déboulonner, si on peut dire, pour enlever les colonnes de Buren. Avant de le sauver, quand même. Avant de le sauver, parce que les coûts étaient trop élevés s'il avait fallu les enlever. Laurent Martin, là-dessus aussi, un petit mot. Oui, il y aurait là encore beaucoup de choses à dire. Bon, d'abord, effectivement, il y a une réalité qui est que, là encore, les chiffres souvent parlent plus que les grandes idées. La majorité des dotations budgétaires, les coûts principaux des grands travaux, ce sont les grands travaux parisiens. Les grandes institutions... Oui, l'institution nationale à Paris. Qui sont néanmoins à Paris. Non, mais je veux dire, c'est une réalité. Non, mais je commence par dire, c'est une réalité, et c'est une réalité qui a été dénoncée, qui a alimenté tout un débat, notamment des élus locaux qui disaient encore du centralisme parisien, alors même que la gauche est arrivée au pouvoir, rappelons-le, en 80, avec un programme très décentralisateur, avec un discours très décentralisateur. Donc il y a cette réalité-là. Les premiers projets qui sont annoncés, je crois que c'est dès 80 ou début 82, par une conférence de presse, sont des projets parisiens, et uniquement parisiens, installés à Paris. C'est ce que je veux, installés à Paris. Et c'est dans un deuxième temps, un peu pour répondre justement aux critiques qui commençaient déjà à surgir, qu'apparaît, comme ça surgit du chapeau, une deuxième liste de projets en région, voilà, et plus en province, en région, et une quarantaine de projets. Et ce sont des projets très importants. On en a cité quelques-uns. Effectivement, il y a eu beaucoup d'initiatives, etc. Mais là encore, ce sont des projets qui sont plus modeste en termes d'investissement, de financement, etc. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, moi, je rejoins tout à fait Jacques Lang quand il dit qu'effectivement, ce sont des projets, ce sont des institutions parisiennes, mais ce sont des institutions nationales et internationales. Si on veut, et je crois que c'est une constante de tous les gouvernements, que Paris rayonne à l'international, qu'elle maintienne son rang dans la hiérarchie des métropoles mondiales et qu'elle permette par là à la France de rayonner, il n'y a pas 36 manières. Il faut effectivement que des grandes institutions soient établies à Paris. Et le coût dit pharaonique ou faramineux de ces institutions doit être relativisé. D'ailleurs, il diffère, quand vous aurez remarqué, il diffère selon les auteurs, le coût des créations. Grosso modo, on est aux alentours de 30 milliards de francs pour l'ensemble des grands travaux parisiens. Ces 30 milliards de francs, effectivement, représentent un coût non négligeable et encore aujourd'hui pèsent assez lourdement sur le budget du ministère de la Culture. Néanmoins, c'est un coût qui génère des recettes. Je veux dire, quand Paris, alors évidemment, là, la pandémie a suspendu cette chose-là, mais Paris est la première destination touristique, et la France est la première destination touristique au monde, était en tout cas, il faut maintenant peut-être en parler au passé, mais c'est grâce précisément à des atouts comme ceux de ces grandes institutions qui sont établies à Paris. C'est le Louvre, c'est Orsay, etc., qui font venir les touristes. Et puis aussi le parc Euro Disney. Voilà, donc ça c'est une réalité aussi. La troisième chose, alors ça c'est sur les processus de décision, c'est vrai qu'il y a eu clairement des projets qui ont été pilotés directement par François Mitterrand et son cabinet et les conseillers qui étaient dans son entourage. C'est des projets sur lesquels Mitterrand vraiment auquel il tenait à cœur, voilà, qui lui tenait à cœur. C'était le Grand Louvre en particulier sur le premier septennat, et ça a été la Grande Bibliothèque sur le deuxième. Et il y a eu toute une série d'autres projets qui ont été beaucoup plus pilotés par le ministère de la Culture. Je pense notamment à tous les grands projets autour de la musique. La musique n'était pas un art qui passionnait François Mitterrand. Il n'en faisait pas une priorité de son action, etc. Il a laissé les mains assez libres à Jacques Lang et à son équipe pour les piloter. Ça a été l'Opéra Bastille, qui au départ d'ailleurs devait être à la Villette
compléter la Cité de la musique. Ça a été précisément la Cité de la musique. Ça a été, on n'en a pas parlé, c'est pourtant une des choses importantes de cette période, c'est les zéniths. Toutes ces constructions destinées à accueillir la musique vivante, la musique actuelle, comme on dit dans le jargon administratif, voilà, c'est une création d'époque. Donc c'est tout cela qu'il faut avoir en tête quand on parle des grands travaux présidentiels ou des grands chantiers présidentiels. La dernière chose, effectivement, et ça permet de revenir sur ce que vous disiez au départ, sur votre question initiale, effectivement, l'ensemble des institutions nationales, tout genre confondu, toute discipline confondue, pèsent de fait sur le budget du ministère de la Culture. Les 80, disons, à peu près, grands établissements nationaux, c'est déjà 50% du budget du ministère de la Culture. Quand un ministre de la Culture arrive, il sait que la moitié de son budget, c'est déjà les grandes institutions culturelles. Parce qu'effectivement, bâtir une grande institution, un grand établissement, c'est une chose, mais ensuite le faire fonctionner sur la durée, la masse salariale que ça représente, l'entretien que ça représente, etc., c'est une réalité. Et je m'étonne d'ailleurs que mon voisin n'ait pas repris cette critique qu'il a pu formuler à l'encontre des grandes institutions en disant qu'aujourd'hui, est-ce que ces grandes institutions ont vraiment un impact, je dirais, sur la démocratisation ou sur la démocratie ou sur les pratiques culturelles à l'heure du numérique? On va juste y venir parce que c'est quand même la fin de ce débat. Je sais que c'est une critique qui vous agace beaucoup, cher Jacques Lang, mais il y a eu beaucoup de personnes qui, avec des études à l'appui, alors ce sont des études faites par le ministère de la Culture lui-même, ce sont des études décennales, tous les 10 ans, mais des énormes études sur 7-8 000 personnes, donc ce n'est pas rien, qui tendent qui s'appellent les pratiques culturelles des Français, qui tendent à montrer, et même plus que ça, que cet afflux énorme de culture que tout le monde salue, fait au moment de Jacques Lang, et surtout profite essentiellement aux gens aisés, profite aux gens de zones urbaines, aisées, classe supérieure, CSP++, etc. Et qu'en revanche, les milieux modestes n'y vont pas. En gros, ça veut dire que toute la collectivité a participé à payer une politique qui ne profite qu'à une minorité, une grosse minorité, mais quand même une grosse minorité, classe moyenne, classe supérieure. Chaque fois que je vous parle de ça, ça vous agace. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique, qui est quand même, il faut le rappeler, fondée sur des études internes au ministère de la Culture? Bon, disons que, personnellement, je crois que études, des statistiques, je pense que rien de vivant ne se résume par des statistiques. Ni la mort, ni la maladie, ni l'amour, ni les rêves, ni le reste. Ces statistiques sont globales. Je n'y crois pas beaucoup plus, je ne dis pas qu'elles doivent être nulles, tenues pour nulles. Je n'y crois pas davantage qu'aux sondages, même s'ils fournissent des appréciations, des évaluations plus ou moins prédictives. Mais puisqu'on utilise à tort, en permanence, ce langage économique, l'offre, la demande, l'offre, concept que je récuse, j'ai envie de dire, mais peut-être j'aurais eu le temps de ne pas le faire. C'est que substituons aux analyses macro-statistiques des analyses micro-localisées. Et qualitatives. Comment? Et qualitatives. Et qualitatives. Que l'on mesure, on dit qu'il y a 30%, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe réellement ici, à Blois, dans la région? Vous parlez dans les campagnes, dans les villages, et que l'on fasse... Je l'ai souhaité à plusieurs reprises, je ne l'ai pas fait, malheureusement. Il faudrait faire pour la culture vivante ce que Malraux a fait pour le patrimoine, un inventaire national, j'allais dire, c'était canton par canton, on disait comme ça à l'époque, de tous les monuments, petits et grands. C'est un travail magnifique, l'inventaire de Malraux. Eh bien qu'on fasse un inventaire avec des missi dominici, des gens, voilà, pour analyser ce qu'est la réelle situation. Je veux dire, parfois quartier par quartier, ville par ville. Et alors, à la louche, je peux dire, par mes impressions, qu'il y a de vrais changements. Vous parliez à l'instant des campagnes. Mais quand même, le cinéma rural n'existait pas ou avait disparu. Et grâce à l'agence de cinéma, nous avons un peu partout en France facilité, là où il y avait une volonté, évidemment, la création de cinéma et qui marche. Prenez un département comme le Gers,
Il n'y avait plus une seule salle de cinéma, pas même à Auch. Et aujourd'hui, il y a une présence du grand écran dans beaucoup de communes. D'ailleurs, ici même à Blois, nous avons veillé à ce qu'il y ait et un grand cinéma à l'extérieur et 2 cinémas à l'intérieur, sans compter ce qui a été imaginé dans les communes rurales. Mais plusieurs choses. Je pense qu'il y a eu de vrais profonds changements dans les pratiques culturelles. Mais on ne va pas, comment dire, rendre des artistes ou le ministre des artistes responsables d'une situation sociale qui relève de la politique en général. Dans un pays où vous avez 5 ou 6 millions de gens pauvres, dans un pays où vous avez des habitats, et un récent ouvrage le montre, dispersés de plus en plus, où la vie urbaine est en effet désertée par les classes moyennes inférieures. Il y a des problèmes, je dirais, d'urbanisme, de politique sociale, de politique économique. Le ministre de la Culture ne peut pas être tout à la fois ministre de la Culture, ministre des Affaires sociales, ministre du Logement, ministre de l'Habitat. Et alors il y a un point sur lequel les efforts que j'ai accomplis ont été assez loin pour démocratiser, parce qu'il ne faut pas se raconter l'histoire. Le lieu de la démocratisation, c'est l'école. C'est l'école de la République, parce que l'école est le seul endroit où presque tous les enfants, pas tous les enfants, ont l'obligation d'aller. Et tôt. Et tôt. Et je ne comprends toujours pas pourquoi les ministres de l'Éducation nationale, pardon de le dire à l'exception de notre équipe, De 2 ans. de 2 ans, en lien avec une excellente ministre de la Culture qui était Catherine Tasca, pourquoi ils ne considèrent pas l'art et la culture comme étant un fondamental de l'école? Mais je crois qu'en plus, les dirigeants pensent que ça existe. J'écoute Emmanuel Macron s'exprimer sur le sujet. Il croit que l'éducation culturelle et artistique est généralisée à travers le pays. Et plusieurs fois, je lui dis, mais ce n'est pas vrai. Il y a des expérimentations. Il y a des choses que nous avons faites qui ont survécu. Par exemple, ça remontait avant notre plan Tasca, les classes A3, pour le théâtre et pour le cinéma, et pour la musique. Et très souvent, d'ailleurs, je rencontre aujourd'hui des acteurs, des actrices qui m'ont dit « J'étais sauvé par ces classes A3 ». Leila Bekta disait récemment « C'était la catastrophe pour moi, l'école. Et quand j'ai fait une classe A3 théâtre, ça a été la révélation. » Et j'en citerai beaucoup d'autres exemples. Bon, ça suppose de l'argent, bien sûr, ça suppose surtout une vision, une conception. Décréter que l'art est un fondamental de l'école, ça veut dire la formation des maîtres, ça veut dire des horaires, ça veut dire la présence des artistes et des créateurs dans les établissements scolaires, ce que nous avons essayé de faire ici à Blois. J'ai pu finalement, parce que j'avais cette volonté, l'entreprendre. Voilà, et c'est pourtant simple à faire. Et je veux dire, c'est là la vraie solution. Le reste, c'est un peu... Plutôt que de faire réagir nos camarades là-dessus, juste j'aimerais finir en vous posant des questions à tous les trois. À une époque où le ministère de la Culture est de plus en plus concurrencé par les industries culturelles et notamment tout ce qui vient de l'Internet, vous seriez ministre de la Culture, qu'est-ce que vous feriez, Jacques Lang, aujourd'hui ? Vous seriez nommé demain ministre de la Culture. Qu'est-ce que vous feriez, notamment face aux industries culturelles qui sont de plus en plus dominantes, pour le meilleur et pour le pire ? Je pense que ce n'est pas seulement le ministre, c'est le gouvernement, le président, le pays. Ce n'est pas seulement le numérique. Aujourd'hui, se produisent dans le silence, presque le silence, l'immobilisme, malheureusement, des gens de culture aussi, et des gens de presse aussi, progressivement des phénomènes de concentration du cinéma, de la télévision, en perspective la fusion TF1-M6, les grands GAFA, les grands géants de la... Et je crois qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une autre philosophie, une autre vision. Small is beautiful, c'est ma pensée.
Small and beautiful. Les concentrations sont l'ennemi de la création, sont l'ennemi de la liberté, sont l'ennemi de la diversité. Et aujourd'hui, c'est M. Bolloré, dans le silence, qui s'empare d'un groupe et d'un autre. On accepte des concentrations inacceptables. Quand je pense que nous nous étions bagarrés à l'époque de Mitterrand contre Hersan, Qui était le patron, du Figaro, c'était peanuts, mais peanuts, comparé avec ce qui se passe aujourd'hui, M. Drahi, M. Bolloré, et je ne sais pas qui d'autre, et sans compter les Américains, et une américanisation progressive aussi. Bon, c'est là le vrai danger. C'est pas seulement Internet, c'est l'ensemble. Il faut, par rapport à ces sujets, avoir une attitude claire, forte, volontaire, déterminée. Je ne la sens pas. Je ne la sens pas parmi les dirigeants politiques. Il n'y a pas un mot sur ces sujets dans les programmes des candidats à je ne sais quoi. Et malheureusement, je regrette, les mouvements culturels d'antan, les cinéastes, les musiciens, etc., sont muets. Et on laisse se commettre des crimes dans le silence. Frédéric, un petit commentaire à ce que vient de dire Jacques Lang. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller dans le sens de la salle. Hein. Non, mais justement, moi, c'est un point sur lequel, à la fois, je suis d'accord sur la philosophie décrite par Jacques Lang, c'est-à-dire ce que je fais dans mon émission, que j'ai fait dans mes livres, mais ça part de deux constats qui finalement sont assez languiens, si on peut dire. C'est d'abord la technicité. C'est facile de dire, François Hollande est arrivé, il a dit « je vais créer un Google français ». Jacques Chirac était arrivé, il a dit « je vais créer un Google français ». Nicolas Sarkozy est arrivé, il a dit « je vais créer un Google français ». On est aujourd'hui, il n'y a pas de Google français, il n'y en aura pas. Ce qu'il faut, c'est comprendre, entre guillemets, et je n'aime pas trop ce mot, l'ennemi. Avant de vouloir s'opposer à lui, il faut savoir comment ça marche. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont aujourd'hui nos moyens? On voit bien que certes, small is beautiful, mais si on veut exister dans le monde, il faut aussi être gros. En tout cas, il faut être en réseau. En quoi la politique européenne, à la fois, peut nous y aider, mais aussi nous freiner, parce qu'elle autorise tout un tas d'accès aux marchés uniques qui sont complexes. Et en fait, moi j'étais en cabinet ministériel, dès lors que vous avez de très grandes idées et que vous arrivez, même avec votre ministre, quand il y croit, et ce qui n'est pas toujours le cas, face à la technostructure nationale, européenne, au Parlement, à la complexité des sujets, eh bien très vite, vous vous rendez compte qu'il vous faut être un expert encore plus grand. Donc moi, je me méfie beaucoup des grandes idées qui existent d'ailleurs à l'extrême gauche, chez Jean-Luc Mélenchon, chez d'autres, même parfois chez les Verts. On l'a vu à Grenoble avec le maire de Grenoble sur lequel j'ai étudié sa politique culturelle. À l'extrême droite, bien sûr, chez Marine Le Pen, chez Éric Zemmour, mais même à droite des fois. Ces déclarations incantatoires, mais qui font arriver à construire techniquement. Et c'est là, je peux vous garantir, une autre affaire. Donc oui au discours, oui au projet, oui à l'objectif, mais après il faut voir comment. Par ailleurs, il y a longtemps qu'on sait que le marché n'est pas l'ennemi de la culture, c'est pas non plus l'ami, ça dépend. Hein. Parfois c'est bien, parfois c'est pas bien, ça dépend comment ça marche, ça dépend comment. Et moi je reste très rooseveltien, en cela on est d'accord, c'est-à-dire je crois à l'économie de marché, mais une économie de marché qui doit être régulée et qui doit être d'abord et avant tout lutter contre les abus de position dominante. Laurent, Martin, un petit commentaire avant que Oui, il ne va pas y avoir vraiment de débat là, oui. parce que je suis effectivement assez d'accord sur ces idées. Il y a des exemples quand même qui montrent qu'une riposte, qu'une résistance au moins est possible. Je pense par exemple à ce qui a été initié par Jean-Noël Jeannet autour de la Bibliothèque nationale de France et ce qui est devenu ensuite le projet Europeana. C'était une forme de réaction par rapport au projet Google qui consistait finalement à s'emparer petit à petit des patrimoines de bibliothèques et de musées et de valoriser ces patrimoines sans permettre aux détenteurs légitimes de ce patrimoine d'en tirer bénéfice. Donc c'était une façon de détourner finalement la valeur du patrimoine européen, puisque Google s'était adressé à des bibliothèques, je pense notamment à celle de Lyon, mais beaucoup de bibliothèques aussi en Grande-Bretagne, etc. Et
Et voyant donc cette mainmise progressive de Google sur ce gisement, effectivement, qu'est le patrimoine européen, Jean-Noël Jeannet, donc à la tête de la Bibliothèque nationale de France, a lancé l'initiative consistant à créer un portail européen regroupant. Alors aujourd'hui, on a environ 1500 ou 2000 institutions, donc les grandes bibliothèques nationales, les grands musées européens, etc., qui s'associent, qui se liguent pour permettre au grand public de pouvoir accéder à leurs collections librement, gratuitement, et en empêchant finalement la mainmise de Google. C'est un exemple, on pourrait le détailler, Europeana, c'est un exemple de ce qu'une résistance effectivement est possible, mais elle suppose deux conditions. D'une part, une action très volontariste des pouvoirs publics. Et là, il faut effectivement un ministre de la Culture seul, surtout les ministres de la Culture actuels, c'est-à-dire qui ne sont pas là pendant 10 ans, qui ne connaissent pas les dossiers quand ils arrivent et qui repartent en commençant à comprendre comment ça fonctionne. Parce que c'est ça aussi la réalité du ministère de la Culture aujourd'hui. On reste en moyenne 2 ans et on a peut-être le temps de faire à la toute fin une loi, etc. Mais en fait, en réalité, on n'a pas le temps et les moyens nécessaires et l'autorité nécessaire aussi pour imposer. Donc, il faut non seulement un ministre de la Culture volontariste, mais il faut aussi un président de la République volontariste, et il faut au-delà de ça qu'une coalition internationale se forme. Comment est-ce que la France a réussi à sauver cette idée du prix unique du livre ? C'était pas évident au départ. Il y avait beaucoup de partenaires européens qui ne comprenaient pas même la logique de cela, qui considéraient que ça contrevenait à la circulation libre du marché, sur le marché intérieur, etc. Il a fallu convaincre, et ça n'a pas été facile, les partenaires européens. Ça a été fait. Ensuite, il a fallu que les partenaires européens aussi se rassemblent sur l'idée que, pour reprendre le mot de Jacques Delors, la culture n'est pas une marchandise comme les autres, et adoptent une position commune contre les États-Unis en particulier dans les négociations du GATT, puis ensuite de l'OMC. Voilà, donc c'est possible en fait, mais ça suppose encore une fois une action politique forte et un véritable volontarisme des pouvoirs publics. Merci. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des questions là? C'est maintenant. S'il y en a qui veulent, on a encore, on me dit qu'on peut dépasser de 5-10 minutes sans problème. Si vous avez des questions à poser à nos invités, je ne vois pas bien, mais n'hésitez pas. Première question est toujours... Là-haut. Ah, il y en a 2. Alors, est-ce qu'il y a un micro dans la salle, ou alors je vous demande de crier très fort avec votre voix? Allez-y, Plus fort. Enlevez le masque. Non, je ne voudrais pas dire ça. Une question pour vous, monsieur Lang. Si vous étiez donc actuellement ministre de la Culture, qu'est-ce que vous feriez pour relier les jeunes et la culture actuelle en ce moment? Pour relier les jeunes à la culture aujourd'hui. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez ministre de la Culture pour relier les jeunes à la culture? En pensant à ce qu'on disait à l'instant et avant votre question, je me disais que évitons de cloisonner les choses. Je veux dire par là, ne ramenons pas tout au pauvre petit ministère de la Culture. Parce que aujourd'hui, au moment où nous parlons, je ne sais pas si vous êtes étudiant vous-même ou pas, vous êtes jeune en tout cas, nos universités sont maltraitées. Il y a un phénomène de paupérisation. Il y a des exceptions, évidemment. Mais globalement, en France, il y a un phénomène de paupérisation, de prolétarisation de nos universités. Il y a une situation de la recherche scientifique très préoccupante. Et d'ailleurs, nous n'avons pas été au premier rang dans la lutte pour trouver un vaccin contre ce virus, malgré la qualité de nos équipes, malgré l'Institut Pasteur, malgré de grands scientifiques. Et donc, une politique de la culture, c'est un tout. Et pour moi, c'est une politique, en effet, de la jeunesse, la jeunesse étudiante ou pas, de la jeunesse en recherche ou pas, de la jeunesse qui crée ou qui suit les choses. Donc, on ne le sent pas aujourd'hui.
On ne le sent pas aujourd'hui. Peut-être que je ne suis aveugle ou sourd, mais on aimerait tout à coup qu'on soulève à nouveau les montagnes, qu'on les déplace, et qu'on redonne la confiance aux professeurs des lycées, des collèges, mais aussi aux professeurs de l'enseignement supérieur qui sont maltraités. Si vous interrogez Laurent Martin, il ne vous le dira pas parce qu'il est très modeste, mais si vous saviez les conditions de travail qui lui sont infligées dans son université, pour diriger les thèses, pour assurer les enseignements. C'est inadmissible. Et si l'on veut que la jeunesse se sente pleinement à l'aise dans ce pays qui est le sien, il faut vraiment que nos gouvernants considèrent que l'éducation, la science, la recherche, les universités, la formation sont des objectifs impérieux et doivent occuper la première place. Et la culture est l'un d'entre eux, ce n'est pas le seul. Il y a une question de madame, là, ou je ne sais plus. Oui, allez-y, pardon, je ne vois pas bien. Plus fort. Allez. Oui, comment accéder à la culture aujourd'hui après une période longue de confinement où on a pris des habitudes de consommer de la culture, entre guillemets, peut-être à un prix pas très élevé. Comment inciter les gens à ressortir alors que le coût des spectacles, le coût des films, vous allez voir un film à 4 en famille, ça coûte cher. Là, c'est la question de Michel Guérin. Non, mais c'est ça qu'il a dit. Non, c'est ça. Et comment inciter alors que ça coûte cher, c'est ça ? Ça coûte cher, les tickets sont chers. Je ne veux pas faire de démagogie comme ça à l'instant, ce n'est pas mon genre d'abord. C'est une question que je n'ai pas les manettes, si vous voulez, pour pouvoir dire de manière intelligente et responsable ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Seulement, je pense qu'il y a, contrairement à ce que j'entends ici ou là, il y a en effet l'obstacle, vous avez raison, du prix. Mais il y a réellement, je le vois bien, un désir dans la société. Il y a un désir de rencontre. Alors, pour moi, c'est de la culture aussi. Un désir d'échange, un désir de partage. Après ces 2 années d'enfermement, d'ailleurs, ici même, aux rencontres de Blois, quand on compare avec ce que c'était l'an dernier, on sent une humeur, une atmosphère, un bonheur, une joie de se retrouver. C'est peut-être pas l'ensemble, mais vous le savez, beaucoup de lycéens y sont associés, beaucoup de jeunes y sont associés. Donc, tout est là pour redonner de l'énergie et de la ferveur. Alors, certainement, il y aurait des solutions éventuellement techniques, mais je ne peux pas les improviser, au risque d'être irresponsable. Mais merci Jacques Lang, merci Laurent Martin, merci Frédéric Martel, et merci à vous. Merci Michel Guérin. Excusez-moi, je reprends la parole 1 seconde, parce que peut-être tout le monde ne sait pas, beaucoup savent, parce que beaucoup connaissent ce grand journal qui s'appelle Le Monde, mais l'homme qui a été chargé par les rendez-vous de l'histoire de nous réunir, c'est Michel Guérin, et Michel Guérin, alors pardon, ça revient à moi, mais a réalisé une prouesse incroyable dans le journal Le Monde en publiant une enquête qu'il a menée, sur laquelle on est d'accord ou pas d'accord. L'important, c'est qu'il ait fait ce travail extraordinaire sur les années, j'allais dire, langue Mitterrand culture. Ça a été publié de quand à quand, en juin dernier. En juin, sur 12 pages. Voilà. Sur 12 pages. Donc, au moins, Michel Guérin, lui, il aime la culture. Excusez-nous, c'était pas prévu. Hein. Madame, Monsieur.